C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24. La femme est un complément d'objet qui s'accorde en toutes circonstances. Chers téléspectateurs, bonsoir. Vous êtes bel et bien sur Info TV dans le cadre de votre émission Talent de Femmes. Merci de rester fidèle à cette émission, de vous savoir scotcher devant votre petit écran pour découvrir un autre talent féminin que le Cameroun possède. Alors, aujourd'hui, dimanche 5 juin 2021, voilà 6 juin déjà 2021, toutes les femmes sont devant cet écran pour découvrir un autre talent caché chez une autre, ce qui va leur booster, ce qui va les encourager à oser tous les jours et également encourager celles qui se démarquent au quotidien. Alors installez-vous confortablement pour passer de bons moments avec nous jusqu'à 22h30. Elle est déjà dans toutes les dispositions nécessaires pour assurer la représentation de ce programme. Il s'agit de Odile Paye. Odile, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Landry, bonsoir à tous les téléspectateurs. J'espère que vous êtes bien assis parce que cette émission est assez spéciale. Parce que là aujourd'hui nous allons parler d'un sujet assez probant qui parle du Covid aujourd'hui. Et puis on aura une des personnes ressources qui justement a fait couler beaucoup d'encre et de salive dans les médias, notamment en plus dans l'opinion publique. Soyez-en sûrs, aujourd'hui nous allons travailler beaucoup plus, analyser la situation Covid, notamment aussi avec entre autres quelques petites informations qu'elle pourra nous donner en retour. Je vais repasser la parole à Landry. J'espère que vous êtes bien assis parce que vous êtes bien sur le canal 307, vous êtes sur Info Télévision avec justement le docteur Peyo qui est là aujourd'hui. Justement, rassurez-vous, nous avons encore tiré le coffre de la marque pour vous servir une invitée de marque, une invitée de pointe qui viendra vous édifier. Il s'agit notamment du docteur Malice Peyo Dissamba, biologiste de l'Université de Washington, également enseignante à l'Université de Yaoundé 1 et par ailleurs directrice du consortium de recherche RICO. Justement, vous avez entendu parler de Ngulbetara. Avec elle, nous évoquerons cela tout à l'heure. Alors, grâce au concours de la région, on va prendre la transition et puis on se retrouve derrière. Bon retour sur ce plateau, chers téléspectateurs. J'espère que vous êtes confortablement installés parce que notre invité, c'est le cas. Alors, bonsoir docteur et bienvenue sur le plateau des Talents de Femmes. Merci de m'avoir invité. Bonsoir Madame Pierrette, bonsoir Madame Odile et bonsoir à tout le personnel de Info TV et à tous vos téléspectateurs. Alors, merci également d'avoir répondu présente à notre invitation. C'est un plaisir. Voilà. Alors, parlez-nous, qui est le docteur Malice Peyo Dissamba? Une présentation générale pour nos téléspectateurs. C'est très simple. Je suis un enfant du Cameroun et je suis né au Cameroun. J'ai fait mon école secondaire au Cameroun. Après, j'ai eu une bourse du gouvernement camerounais pour continuer mes études en biochimie en France. Je me suis marié avec M. Peyo Dissamba Henri et puis j'ai rejoint mon mari aux États-Unis. J'ai fait un PhD en biochimie et biophysique à Washington State University et dans un environnement assez sévère. Et j'étais la première femme noire à avoir gradué dans ce département. Et après, j'ai fait un Master 2 santé publique. D'accord. Voilà, tout simplement. Et je suis venu au Cameroun pour essayer aussi d'augmenter l'expérience de vie chez nous. Oh. Voilà, parce que des PhD, il y en a beaucoup aux États-Unis. C'est ici que je peux faire la différence. Et puis, le gouvernement a quand même contribué à une partie de mes études. Donc, je suis rentré pour essayer de contribuer à l'augmentation de l'espérance de vie au Cameroun et en Afrique. D'accord. Justement, on va parler de Ngulbetara parce que c'est le produit de l'heure actuelle, c'est le produit qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Alors, Ngulbetara qui signifie en langue Ewondo, la force des ancêtres, qui a été fabriqué par vous et mis sur pied à la disposition du public. De quoi est-ce que Ngulbetara est constitué exactement? Disons que moi, je suis, les épidémies de coronavirus depuis 2002. D'accord. 2004 en Asie. Ouais. Et je me suis rendu compte que nos pays étaient très fragiles. Nous n'avons pas de laboratoire qui nous permettent de développer les vaccins, des médicaments qui peuvent répondre aux épidémies, aux attaques bactériologiques, ou microbiologiques. Donc, ce que nous avons fait avec mon équipe, c'est qu'on s'est rendu compte que en 2002 déjà, vous savez, quand il y a eu les premières épidémies de coronavirus, le premier, SARS-CoV-1, il y a le monde s'est réuni, les chercheurs, et ils ont commencé à modéliser les molécules qui peuvent tuer les coronavirus. Et alors, nous avons fait quoi? On s'est rendu compte que nous sommes très exposés. Et j'ai vu que l'épidémie était en train d'avancer. On a recherché dans nos forêts des plantes qui ont des propriétés antivirales, antibactériennes, anti-inflammatoires, antipyrétiques et analgésiques. Voilà, on les a réunis.
On a cherché les doses thérapeutiques, les doses toxiques, et nous sommes arrivés à un produit qu'on appelle la force de nos ancêtres. Parce que vous savez, ces plantes étaient utilisées depuis des millénaires par nos ancêtres. Et nous avons ajouté la science pour sortir avec un produit qu'on a appelé Ngulbutara, pour faire honneur à nos ancêtres et aussi pour fédérer les Africains autour d'un produit qui est représentatif de notre territoire africain et qui peut aider les Africains à éviter l'hécatombe tant prédit. Alors aujourd'hui, nous avons, certes, il y a beaucoup de chercheurs et puis beaucoup de tradipraticiens, entre guillemets, qui aujourd'hui disent avoir des produits qui traitent le coronavirus. Nous avons l'OMS qui, quelque part, entre autres, n'a pas réellement accordé un parti pris, notamment concernant ces produits venant des pays africains, notamment le Cameroun avec le Ngulbetara. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez un regard autre face justement à la décision de l'OMS? Disons que vous voulez dire l'indécision de l'OMS. D'accord. C'est pas, je respecte l'OMS, mais c'est pas parce que c'est l'OMS qu'elle a la science infuse. D'accord. L'OMS existe à cause des pays. L'OMS utilise les experts des pays. Moi-même, j'ai été déjà un expert de l'OMS. Donc, ce que j'aimerais dire, c'est que l'OMS a fait une stratégie pour promouvoir la médecine traditionnelle. Et les chefs d'État africains avaient décidé 2001-2010, c'était la décennie de la médecine traditionnelle. Et l'OAPI avait décidé de promouvoir les dépôts de brevets concernant la médecine traditionnelle. Mais on s'est rendu compte que sur le terrain, ce n'est pas le cas. Vous comprenez, l'OMS a fait des déclarations, des stratégies. Mais sur le terrain, tout est fait pour ne pas développer la médecine traditionnelle. Je m'explique. Vous allez dans une pharmacie. En Chine, il y a M. Pays qui fait beaucoup la Chine. Vous allez trouver même à l'hôpital un rayon médecine conventionnelle, un rayon médecine traditionnelle chinoise. Quand vous arrivez au Cameroun, nous allons dans les pharmacies où légalement on expose des médicaments. Vous allez trouver que plus de 95% des médicaments sont importés. Je veux dire quoi? Nous sommes les clients. Vous comprenez? Ça compte des clients des autres pour leurs médicaments. Et ce sont les mêmes personnes qui nous conseillent, qui conseillent nos politiques pharmaceutiques. Donc il est normal qu'il y ait, comment dire, une sorte, on torpille la médecine traditionnelle. Excusez-moi le mot parce que j'ai des preuves. D'accord. Vous voyez, j'ai été, on dit, l'Union européenne a des lois. Si vous avez un médicament traditionnel, c'est vendu en Europe. Hein? Ouais. Voilà, vous avez par exemple des compagnies comme Alcogénul qui vendent les médicaments issus du bassin du Congo. Mais ils ont des lois qui permettent des procédures simplifiées pour homologuer les médicaments traditionnels. Et nous copions tout au sein de l'Union européenne, mais on a tout copié sauf la bonne partie pour la médecine traditionnelle. Et quand vous arrivez dans nos pays, surtout au Cameroun, il y a une procédure. Il n'y a pas de procédure pour les médicaments traditionnels améliorés. On demande toujours de faire les mêmes tests que pour les médicaments qui sont importés. Or, le matériel pour faire ces tests, comme les études cinétiques, n'existe même pas au Cameroun. Vous comprenez? Même la loi sur la médecine traditionnelle n'a pas été votée. Donc, on nous a appelés pour revoir le projet de loi. Le projet de loi, s'il est voté tel quel, ça ne sert à rien. La médecine traditionnelle ne sera pas développée au Cameroun. Donc, que ce soit l'OMS, que ce soit nos pays, le Cameroun c'est pas le seul, hein, il y a les pays d'Afrique centrale, pas grand chose n'est fait pour développer la médecine traditionnelle, pour développer l'industrie pharmaceutique. Et cela est très dangereux parce que si on fait face à l'embargo, on aura des problèmes au Cameroun. Vous avez vu l'exemple de Cuba. Cuba s'est développée, elle a développé sa médecine traditionnelle. Voilà, et elle a pu résister à des années d'embargo. Oui, là aujourd'hui par exemple, vous avez parlé de 100% de guérison avec le Ngulbetara. Est-ce que face au gouvernement, vos résultats sont-ils acceptés facilement, peut-être par exemple le ministère de la Santé? Disons que nous avons été appelés, je fais un historique, nous avons été appelés à l'Assemblée nationale par les élus du peuple, les représentants du peuple, pour présenter ce que nous sommes capables de faire face au Covid. Donc, il y a beaucoup de chercheurs qui étaient des tradipraticiens et il y a des résolutions qui ont été prises. Le ministère de la Santé était présent, le MINRESI était présent et d'autres institutions et nous avons fait des recommandations. Par la suite, nous avons été appelés au ministère de la Santé et nous avons été appelés au MINRESI. Nous avons encore fait d'autres recommandations. Vous comprenez? Comme quoi, ces institutions vont accompagner le développement et la valorisation de la médecine traditionnelle au Cameroun. Voilà. Et les élus ont même fait des collectes de fonds pour accompagner, dans le sens où il faut améliorer
la médecine traditionnelle, accompagner les praticiens à faire des analyses, à les accompagner pour faire les essais cliniques. Mais je vous assure que la plupart de ces recommandations sont restées sur le papier. Donc, je ne saurais pas dire, le ministère de la Santé répond à notre appel, mais la mise en œuvre ne suit pas. D'accord. Voilà, c'est la même chose avec l'OMS. L'OMS déclare qu'il faut accompagner la médecine traditionnelle, mais la mise en œuvre n'est pas faite. Alors, ce que nous faisons, voilà, nous avons nous-mêmes fait des essais cliniques. Nous avons nous-mêmes fait des analyses au LANACOM et à la faculté de médecine. Donc, c'est financé sous fonds propres, avec l'aide de certains philanthropes. Nous, on a M. Mokulumbondo, voilà, Olivier, qui nous a aussi apporté son appui. Et comme nous travaillons avec des cliniques, on a le président de l'association des médecins urgentistes, le docteur Pierre Malanté, docteur Aubaine. Donc, il y a une personne qui est allée dans la clinique, contaminée, et les personnes hospitalisées, et le personnel de santé. Et alors, ils ont tous fait appel au Ngulbutara, par exemple, avec le Netco Binter Immunoboost. Donc, et tout le monde qui était malade avait été testé avant. Et il y avait des gens qui étaient testés mais avaient des symptômes. Donc, on faisait le scanner. Après le scanner, on les mettait sous traitement. Et après le traitement, on les testait. Alors, toute personne, jusqu'à présent, qui a pris le Ngulbutara, on est à plus de 25 000 personnes, on a eu du 100%. Wow. Et lors de l'essai clinique, on a aussi utilisé la chloroquine. Parce que nous pensons qu'il n'est pas éthique d'utiliser un placebo pour une maladie mortelle. Parce qu'il y a des canons en recherche. Nous, on a refusé d'utiliser le placebo, on a utilisé plutôt la chloroquine. On a vu que la chloroquine était efficace à presque 80%, et le Ngulbutara c'était 100%, avec Netco Binter Immunoboost. Alors, et ça nous conforte parce que ce sont des plantes de chez nous qui ont fait leur preuve. Oui, on a eu l'azithromycine avec la chloroquine qui a été recommandée par le docteur Raoul, par exemple. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que ce procédé est toujours valable, notamment concernant justement la gestion de lutte contre le Covid? Il est efficace. Nous l'avons testé. On a vu, j'ai dit, presque 80% d'efficacité. Ça n'a pas commencé avec le professeur Raoul. C'est le comité scientifique de la province de Guangdong en Chine qui a mis ce traitement en place. Le professeur Raoul a modifié le traitement, mais c'était les mêmes éléments. Et la Chine a pu maîtriser son épidémie parce qu'elle soignait ces personnes. 85% des personnes étaient soignées avec la médecine conventionnelle et la médecine traditionnelle chinoise. Donc, le professeur Raoul a refait la même chose. Il a sauvé beaucoup de vies. Et nous, ici, on recommande, il ne faut pas, faire des affrontements inutiles. Si une personne aime la médecine conventionnelle, il faut lui donner azithromycine, chloroquine et zinc, en respectant les doses toxiques. Vous savez, 2 grammes de chloroquine peuvent vous tuer. Donc, il faut respecter les doses. Donc, moi, je pense que tout ce qui peut aider la population est bienvenu. Justement. Est-ce que vous, personnellement, vous avez proposé le Ngulbutara au ministère de la Santé du Cameroun? Madame Pierrette, le Ngulbutara existe même avant que le Covid arrive au Cameroun. Parce qu'on l'utilisait pour les infections respiratoires. Nous avons écrit plusieurs fois au ministère de la Santé. Le ministère de la Santé a répondu qu'ils vont nous accompagner. Quand le ministère de la Santé lançait les appels à proposition, nous avons lancé un appel même pour faire un vaccin en travaillant avec l'UT de Douala et d'autres institutions camerounaises. Nous avons écrit au Premier ministre, nous avons écrit au Président de la République, nous avons écrit partout. Donc, on a reçu des réponses parce qu'on nous appelait pour participer aux réunions. Le plus grand problème, comme je vous dis, chez nous, c'est la mise en œuvre et le suivi-évaluation, comme dans beaucoup de pays africains. Justement, parlons de cet essai clinique-là. De quoi il s'agit? Parce qu'on a constaté, on a également recherché, on a fait des recherches. Vous avez également participé en 2014 au problème d'Ebola. Vous avez répondu présent en 2020, autant pour moi. Vous répondez également présent au problème du Covid-19 pour lutter contre ce problème-là. De quoi est-ce qu'il s'agit? On parle d'essai clinique. Disons que je vais, si vous me permettez, je repars en 2014. C'est que déjà, comme j'ai vu qu'il y avait une épidémie en Guinée et que j'avais bénéficié d'une mission de l'UNFPA qui m'avait appelé pour essayer de voir comment concevoir des plans pour réduire la mortalité en Guinée Conakry. Donc j'ai profité de ces déplacements pour parler à toutes les personnes qui ont réussi à courber l'épidémie d'Ebola. Voilà. Après cela, j'ai écrit un précis. La vérité sur Ebola. La vérité sur Ebola pour sensibiliser nos gouvernements à mettre en place des laboratoires P4. Oui, on peut manipuler des germes hautement pathogènes et concevoir tout ce que je vous ai dit tantôt.
Mais maintenant, vous savez, avant de mettre en place un médicament, ça concerne la santé publique. Oui. Et en tant qu'expert de la santé publique, il y a des canons à respecter. Vous ne pouvez pas vous lever et vous commencer à administrer des médicaments tout azimut aux personnes si vous n'êtes pas sûr que ça va les soigner. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'il y a plusieurs qualités d'essais qu'on demande. Mais normalement, il y a 4 catégories de médicaments traditionnels améliorés. Et la catégorie 1, on est autorisé à dispenser la catégorie 1. Voilà, et c'est ce que nous faisons au Cameroun. C'est ce qu'on fait au village, c'est ce qu'on fait partout. Mais maintenant, nous voulons passer à la phase de commercialisation, catégorie 2. Pour ce faire, il faut prouver l'innocuité et l'efficacité du médicament. Pour prouver l'innocuité, on fait des tests de toxicité aiguë et chronique. Maintenant, pour prouver l'efficacité, on fait des essais préliminaires biologiques ou des essais cliniques. Il y a plusieurs qualités. Je vous épargne la science. Ce qui est important, c'est le processus. D'accord, le procédé. Alors, ça coûte terriblement cher. Ça, on est dans les millions et des milliards de dollars. Ça coûte très cher. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a l'industrie pharmaceutique qui a déjà assez de moyens. Donc, ils le font tout le temps. Voilà. Et il faut souvent travailler avec beaucoup de personnes. À notre niveau, on a demandé l'appui pour le faire. Mais comme on n'a pas reçu l'appui institutionnel, on a dû mettre les mains dans les poches. On a cotisé avec les chercheurs, les praticiens. On a commencé avec les médecins et les pharmaciens. Et comme il y a beaucoup qui sont portés volontaires, on s'est retrouvés dans l'essai parce que les gens sont tombés malades dans tout un hôpital et il fallait les soigner. Il ne fallait pas les perdre parce que ça aurait été détrimental. Donc nous avons commencé par faire refaire les études sur la toxicité. On s'est rendu compte que ce n'est pas toxique du tout et c'est utilisé depuis des millénaires. On a fait des analyses au LANACOM pour savoir tout ce qu'il y a là-dedans et on le sait. Et par la suite, on a continué l'essai avec des preuves à l'appui. Donc on s'est rendu compte que le produit est non seulement efficace, il n'est pas toxique, et il peut être toléré par la population parce qu'il est depuis des millénaires. D'accord. Est-ce que vous avez eu à réaliser des tests supplémentaires récemment pour élargir votre réaction face à la nouvelle variante? Ouais, ça je vous le dis, le Ngulbutara c'est vraiment la force des ancêtres parce qu'il n'y a aucun variant jusqu'alors qui a résisté au Ngulbutara. D'accord. Je veux dire quoi? Je veux dire qu'il y a des pays, on reçoit des gens qui nous appellent de plusieurs pays. D'accord. Et actuellement nous sommes en train de faire des tests dans d'autres pays africains. Donc c'est pas nous, en fait c'est la science. D'accord. Vous comprenez? C'est des expériences qu'on fait et on sait ce qui va marcher. Nous étions étonnés. Moi, personnellement, je suis étonné qu'un virus qu'on peut détruire décime tant de population. C'est étonnant. Justement, c'est révoltant. Justement, au regard de vos appels, est-ce que vous avez eu des propositions d'offres à l'égard des autres pays africains? Parce que vous êtes quand même biochimiste de l'Université de Washington. Face au Covid-19 dans ces pays-là, dans ces pays étrangers, est-ce que ceux-là n'ont pas sollicité vous avoir, vous récupérer de ce côté-là? Vous savez, là, il y a beaucoup de politique autour de Covid-19. C'est vraiment dommage parce que il y a un moment donné, quand un scientifique se lève pour dire certaines choses, on le ridiculise. Et beaucoup de politiciens, et excusez-moi, certains médias, ils prennent la place aussi des chercheurs et des praticiens. Il n'y a pas beaucoup de gens comme vous qui posent des questions. D'autres font juste des déclarations. Mais, qu'à cela ne tienne, nous avons essayé de sensibiliser beaucoup de personnes. On a envoyé des échantillons dans plusieurs pays pour leur dire que ça existe. Si vous voulez, faites vos tests. Vous comprenez? Il y a certains pays qui ont réagi. Vous comprenez? On est en train de travailler en ce moment. Il y a même des pays qui nous ont appelés. Je préfère taire le nom. Ils nous ont appelés et aussi, pour être honnête, j'ai reçu des lettres, des emails me disant qu'il faut soumissionner aux demandes de financement à l'extérieur. Vous savez qu'il y a ces derniers temps, on a reçu pratiquement 200 000 doses de vaccins Sinopharm en avril 2020. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que les vaccins sont efficaces ou bien ce sont des candidats vaccins? Disons, c'est deux notions. Candidat vaccin, c'est expérimental quand même. Ben oui, l'expérience continue sur les vaccins jusqu'en 2022-2023. C'est pas moi qui le dis, ce sont les compagnies. Je répète qu'il n'y a pas de vaccin anti-Covid dans le monde. Il y a des prototypes. Les candidats vaccins sont des prototypes. Parce que si vous avez... Selon vous, ce sont des cobayes, nous sommes des cobayes Oui, nous sommes des cobayes. Nous sommes des cobayes parce que c'est pas moi qui le dis. L'OMS a autorisé des procédures d'urgence pour essayer de limiter les décès. Parce qu'ils le disent.
Le vaccin qui a été le plus rapidement conçu, c'est le vaccin contre les oreillons. Ça a pris 4 ans. Ouais. On n'a pas assez de recul pour connaître tous les effets indésirables des vaccins qu'on utilise en ce moment. Ça veut dire quoi? Quand on vous donne un vaccin, on doit vous faire ce qu'on appelle le consentement éclairé. Vous mesurez les risques et les bénéfices. Je veux dire quoi? Vous avez un jeune qui ne risque rien avec le Covid-19. Ouais. Et qu'il y a les risques qui existent avec les vaccins, comme avec beaucoup de médicaments. Ouais. Pourquoi vous lui administrez ce vaccin alors qu'il y a les médicaments qui peuvent le soigner? Ouais. Si vous avez un monsieur de 75 ans qui a 80 années sonnées et qui a des comorbidités et qui risque de mourir si on lui administre pas le vaccin, vous devez lui demander son avis s'il veut le vaccin. Peut-être qu'il y a des avantages parce qu'à l'heure actuelle, vous savez, les Seychelles, il y a environ 62 personnes qui ont été vaccinées. Mais le niveau de contamination est sans précédent. Oh là là. Ah oui, ça veut dire quoi? Ça veut, dire que le vaccin fragilise le système immunitaire à peu près? Ça n'empêche pas la contamination. C'est ça que je peux dire. Ça peut développer le variant, un peu comme le paludisme, il devient plus résistant, c'est possible? Non, c'est juste qu'il n'empêche pas la contamination. D'accord. Le vaccin n'empêche pas la contamination. Mais le vaccin, c'est pas prouvé du tout. D'accord. Ce qui est quand même prouvé, on a des éléments de réponse, c'est que le vaccin diminue les cas graves et la mortalité. Ça a été vu dans certains pays. Mais pour le faire, il faut que le vaccin soit basé sur les variants qui circulent dans la zone où il est administré. À l'heure actuelle, quel vaccin y a-t-il qui est basé sur les souches qui circulent en Afrique? Je ne pense pas qu'il en existe. C'est pour cela qu'on reçoit un vaccin, on met en place une étude pour voir le taux d'efficacité de ce vaccin pour protéger des souches qui circulent dans votre environnement. Mais là, on a vu les variants sud-africains en Angleterre, brésiliens. Maintenant, on a le variant en Inde aujourd'hui. À quoi est dû justement cette résistance? Vous savez, c'est de la propagande. Ces variants et tout le reste. Les virus mutent. C'est leur nature. En fait, oui, les virus changent leur matériel génétique très régulièrement. Quand vous mettez une pression de médicaments, ça change le matériel génétique. Ça mute tout le temps. Ce qui fait que si je suis contaminé par un virus de Covid-19, quand moi je contamine les autres, ce ne sera pas les mêmes souches. Ça aura déjà changé. C'est pour ça que vous voyez le vaccin contre la grippe. On doit le concevoir chaque année. Parce que les virus mutent. C'est la même chose avec le Covid-19. C'est pour cela que si une personne a contracté le virus, c'est la vaccination par excellence. Parce qu'elle est plus efficace que la vaccination artificielle. Après 3 mois, la personne peut recontracter le Covid-19. Donc ça veut dire que les personnes vaccinées sont-elles en danger? Je ne saurais le dire sans faire des expériences. D'accord. Il faut vraiment, on n'a pas assez de recul. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a des effets indésirables. Il y a des gens qui ont eu des thromboses, il y a des gens qui sont décédés après avoir été vaccinés. Les effets indésirables existent quand on prend des médicaments et des vaccins. Vous comprenez? Donc il y a un risque. Il y a toujours un risque, on doit vous expliquer avant de vous administrer un vaccin donné. Donc les variants, il y en a beaucoup. Mais seulement, et les variants qui augmentent le taux de contamination, parfois il n'y en a pas beaucoup. C'est pour ça qu'on parle de la souche Delta, de la souche ceci. Mais je vous assure qu'il y en a plusieurs qu'on ne connaît même pas. Bon, il y a des messages qui arrivent, des gens disent bonsoir docteur Ndisamba, merci pour cette analyse. Où peut-on trouver le Ngolbetara? Le Ngolbetara se trouve à l'université Yaoundé Sud Joseph Ndisamba. D'accord. On a également d'autres messages. Non. Bon. Le message est un peu déplacé. Bon, je vais demander, docteur, quelles sont vos perspectives dans le développement de la médecine traditionnelle au Cameroun? Disons que nous avons élaboré un plan d'appui au développement et à la valorisation de la médecine traditionnelle au Cameroun et en Afrique. Ce qui est bien, c'est que nous avons invité les institutions nationales pour valider ce plan. C'est un plan d'appui. Le ministère de la Santé était là, le Minérésie était là et beaucoup d'autres institutions. Donc, et les collectivités territoriales décentralisées, nous avons décidé de travailler ensemble pour former les tradipraticiens. Vous savez, ils n'ont pas toujours la démarche. Il y a de 200 personnes que vous voulez, 200 tradipraticiens que vous voulez former. Voilà, d'ici 5 ans. D'ici 5 ans, oui. Voilà, on a même commencé le travail d'ici 5 ans et on voudrait, ensemble, avec toutes les institutions,
pouvoir mettre sur le marché au moins une centaine de médicaments traditionnels améliorés, made in Cameroun ou in Africa, pour pouvoir aussi exporter. Vous voyez comment les autres deviennent riches. Pourquoi nos pays ne peuvent pas réduire la balance commerciale, le déficit de la balance commerciale en exportant nos médicaments traditionnels améliorés? Donc on veut faire ça ensemble parce qu'on ne peut pas travailler sans les institutions nationales. Ça fait partie de votre plan d'appui? Oui, ça fait partie du plan d'appui et nous avons commencé à travailler. Et nous avons aussi un volet, nous voulons faire planter par tous au moins 1 million d'arbres médicinaux d'ici 2025. Vous comprenez? Pour assurer la pérennité de nos activités et ne pas seulement déboiser. Il faut replanter parce que ce que nous utilisons aujourd'hui, ce n'est pas nous qui avons planté. Est-ce que vous ne connaissez pas parfois des difficultés, vous ne rencontrez pas parfois des difficultés pour trouver certaines écorces? Il y a beaucoup de difficultés, Madame Pierrette. Il faut envoyer les tradipraticiens dans les brousses, il faut les botanistes pour l'identification. Donc c'est très très difficile. Vous comprenez, l'accès aux plantes et aux bonnes plantes parce que c'est très important d'utiliser les matières premières fraîches. Et quand vous rencontrez ces difficultés, comment est-ce que vous vous en prenez? Comment est-ce que vous faites? Ah, vous savez, nous sommes casse-cou, hein? On ne laisse pas tomber. Donc, nous-mêmes, on va en brousse. Il y a des collègues qui vont en brousse, il y a des botanistes, il y a même des ethno-pharmacologues. Il y a le député Emma Etunji Vincent qui vous a encouragé. Il est arrivé à Nomayo il y a quelque temps. Le député Emma Etunji, nous avons été très encouragés par les élus du peuple. Et ils nous donnent de la force, en commençant par leur chef. Vous comprenez, il est venu planter le premier arbre de cette initiative et nous lui en savons gré pour cette activité. Oui, il y a un autre message, il dit bonsoir à vous sur le plateau, merci à Madame Dr P de nous déjà donner autant d'informations. Dites-moi pourquoi on n'a toujours pas trouvé le vaccin pour le VIH, or le corona vient de sortir, on parle déjà de vaccin, comment expliquer cela? C'était lors depuis EDEA. Voilà, ce que j'aimerais dire c'est que on parle du vaccin pour le VIH. Qui finance le développement des vaccins? Le vaccin pour le VIH est en grande partie financé par Bill Gates. Vous comprenez? Nous finançons quoi chez nous en Afrique? C'est nous qui devons développer nos vaccins. Pourquoi devons-nous toujours attendre que les autres développent les vaccins? On doit le faire, nous avons des ressources humaines, nous devons mettre sur pied des laboratoires de pointe avec des équipements et des consommables pour concevoir nos vaccins. À moins que nous-mêmes, avec nos hommes d'affaires, avec nos États, nous financions le développement des vaccins, nous n'allons jamais quitter cette position d'attentisme où il faut toujours attendre le vaccin des autres, qui est même réalisé sur des souches qui ne circulent pas chez nous. Il y a des laboratoires au Cameroun qui lisent le matériel génétique, je préfère parler terre à terre, qui lisent le matériel génétique du VIH, le CIRCB, le CREMER, l'ancien CRESAR. Voilà. Si ces laboratoires sont financés, ils peuvent mettre sur pied des vaccins. Nous, les biologistes moléculaires, on peut les accompagner. Donc, c'est pas l'histoire d'une personne, c'est l'histoire d'un État, c'est l'histoire des élus, ceux qui font des lois, ceux qui décident des financements à allouer à la recherche pour avoir les vaccins sur le VIH et sur même le paludisme. Jusqu'à présent, l'efficacité qu'on a eue sur les candidats vaccins sur le paludisme, je crois que c'est à peu près 35%. Voilà, ça n'a pas été validé. Et aussi, le paludisme qui tue, ça tue pas beaucoup d'Occidentaux, ça tue les Africains. Alors, ce sont les Africains eux-mêmes qui doivent en faire une priorité. Il y a toujours des messages. Belle émission, bravo à Dr Ndisamba. Est-ce que votre médicament antiviral est efficace contre le VIH? Que le Seigneur vous garde de la part de Ekane Eva. Monsieur Ekane Eva, j'aimerais vous dire que c'est pas seulement nous. Nous sommes des groupes de personnes qui développent de très fortes formules antivirales. Le Ngulbutara, c'est une formule. Il y en a d'autres. Il y a d'autres chercheurs qui développent des formules et des études sont en train d'être menées pour adresser tous ces virus qui minent l'espérance de vie en Afrique. Donc il faut juste se rapprocher des laboratoires, on pourra vous donner d'autres réponses. Bon, il y a beaucoup de questions. Combien coûte le Ngulbutara? Le Ngulbutara coûte 5 000 francs. D'accord. Un traitement. Il y a également un autre message. Pourquoi de tels médicaments existent autour du Covid-19, mais il n'y a pas de communication, alors qu'à mon avis, les remèdes traditionnels sont nettement mieux par rapport à d'autres? C'est la question d'un téléspectateur. Moi, j'aimerais dire qu'il y a la communication.
Parce que moi, j'ai parlé à beaucoup de jeunes journalistes. Moi, j'étais étonné par la vivacité des jeunes journalistes qui veulent connaître la réalité, qui veulent savoir ce qui se passe sur le terrain. Donc, c'est juste peut-être qu'on n'a pas les moyens puissants des grands médias occidentaux, mais je pense qu'il y a une communication qui peut être améliorée. Mais il y en a une au moins, il y a une communication de base et on va essayer de faire mieux. Bonsoir. Combien de temps peut se conserver le Ngolbetara boîte non ouverte? Ça, c'est la question de notre téléspectateur. On fait des conserves, donc ça peut faire plus d'1 an. Si c'est pas ouvert, ça peut mettre long. Et il y a plusieurs formes. Il y a les formes préventives en poudre, et il y a des formes liquides qui peuvent, c'est des conserves qui peuvent mettre 1 an, 2 ans si la boîte n'est pas ouverte. Et une fois qu'elle est ouverte, il faut qu'elle soit conservée au réfrigérateur. Mais on a vous savez, aujourd'hui, Ngolbetara est quand même très connu au Cameroun. Et puis, beaucoup de personnes en ont déjà consommé et qui font justement de bonnes expériences de ce médicament qui est mis déjà sur le marché. Est-ce qu'aujourd'hui, le gouvernement peut-être vous aurait approché face à justement cette recrudescence de bonnes expériences concernant justement la consommation du Ngolbetara? Je vais vous dire que nous sommes en train de chercher la mise sur le marché. Maintenant, le Ngolbetara est distribué sous forme de médicaments traditionnels, améliorés de catégorie 1. D'accord. Et nous voulons pouvoir l'exporter. Donc, c'est nous qui allons plus vers le gouvernement. Mais toutefois, chaque fois qu'une administration a des problèmes, on reçoit des appels de partout. Toutes les administrations qui viennent chercher le Ngolbetara, et pour être modeste, moi je dirais qu'on a reçu plus de 25 000 personnes. Ça, c'est en étant modeste. Parce que je suis tenu par la confidentialité. D'accord. Les messages continuent de pleuvoir. Bonsoir, docteur. Courage à vous. À quoi sert donc le vaccin de la COVID-19 si après l'avoir, il y a toujours risque de contamination? C'est veli depuis Ambam. C'est une très bonne question. Ce vaccin, à l'heure actuelle, ne stoppe pas la contamination. Le vaccin, c'est une mesure. Ce qu'il faut faire, c'est traiter les malades très rapidement. Le vaccin a montré une certaine efficacité pour stopper l'évolution vers les formes graves et réduire la mortalité. C'est ça qui a été observé scientifiquement. Ce sont les données scientifiques que j'ai lues dans les publications. Mais compter sur le vaccin à l'heure actuelle, vaccin à lui seul pour stopper l'épidémie, nous n'en sommes pas encore là. Il faut toutes les mesures pour stopper une épidémie telle que celle-là. Oui, nous avons eu par exemple, à part le Ngolbetara, la solution de Samuel Kleda, la solution du docteur Charles Hobson. Que pensez-vous quelque part aussi des autres praticiens ou bien d'autres biologistes qui essaient à leur niveau de développer un peu des médicaments pour lutter contre la COVID-19? Je pense qu'il faut tous les encourager. C'est une richesse que je n'ai vue dans aucun pays au monde concernant le COVID-19. Je l'ai vu au Cameroun. Et le Cameroun doit en profiter. Il y en a plusieurs. Il y a Dr Branca, il y a Dr Carver, il y a Dr Yango, Dr Yanyi qui est un cardiologue, et il y a le Dr Pelego. Il y a plein de praticiens qui essaient de faire quelque chose et qui soignent les personnes. Et moi, je pourrais le dire sans prétention que si on a réussi à maîtriser l'épidémie, c'est grâce en grande partie à tous ces acteurs de la médecine traditionnelle, y compris Monseigneur. Vous avez monsieur Bokono, feu monsieur Bokono qui travaille en Balmayou, avec Monseigneur Mbarga. Il y en a plusieurs. On les a réunis. Nous les avons appelés pour l'initiative. Il y a beaucoup qui sont venus. Donc on essaie de travailler tous ensemble avec les petits moyens que nous avons. Nous les mettons à profit pour travailler tous ensemble parce que l'union fait la force. Ok. Alors docteur, est-ce que vous pensez, regarde tout cela, est-ce que vous pensez que le Covid-19 est une occasion pour redorer le blason de la médecine traditionnelle au Cameroun et en Afrique même? Je pense que le Covid-19 nous permet de nous réveiller. Si on rate ce coche, je pense que l'Afrique va beaucoup pleurer. C'est l'occasion pour le développement économique, le développement pharmaceutique, de l'industrie pharmaceutique au Cameroun. C'est le moment où jamais on doit penser que nous sommes vulnérables et que nous avons la solution à côté. Et que nous aussi, au lieu de penser à toujours importer, comme on a une occasion d'exporter nos médicaments traditionnels améliorés, c'est le moment où le Cameroun aussi peut se mettre en valeur au niveau du monde et quitter cette position d'attentisme qui caractérise nos États. Ça veut dire que quelque part aussi, vous mettez peut-être à mal l'OMS avec ces décisions?
Disons que c'est pas mon but. J'ai longtemps coopéré avec l'OMS parce que j'ai travaillé dans l'Organisation de santé publique d'Afrique centrale pendant 7 ans quand même. J'ai beaucoup coopéré avec l'OMS. Mais quand l'OMS se trompe, il faut dire que ce n'est pas bon. Vous comprenez? L'OMS est notre institution à tous. Ouais. Voilà, si elle se trompe, il faut dire que ce n'est pas bon. Donc, et à proposer l'appui, même si ce n'est pas accepté. Je pense que on s'est beaucoup trompé avec cette épidémie. L'OMS aussi n'a pas échappé à cette règle, elle s'est trompée. Voilà, donc il est très important qu'on reconnaisse qu'on s'est trompé et qu'on développe notre médecine traditionnelle, comme l'OMS l'a promis le faire. Il faut vraiment le passer par les actions concrètes, c'est tout. On a un comité scientifique aujourd'hui qui, quelque part, n'est pas réellement mis en avant. Quel est le regard que vous portez face au comité scientifique camerounais? Le comité scientifique Cameroun est très partial. Nous avons été invités par le MINRESI et il y a un ministre qui nous a informé qu'on a créé un comité scientifique qui n'adresse que les médicaments de Monseigneur qui l'accompagnent. Mais ils ont dit qu'ils allaient accompagner les autres. Et il y a un membre du comité scientifique, parce qu'il faut être honnête, qui nous a approchés et qui a pris des échantillons. Ils ont dit, j'ai vu à la chaîne nationale, dire qu'ils vont aussi nous accompagner. Mais cela, c'est aussi resté, je n'ai pas vu de mise en œuvre. Mais étant donné que nous-mêmes, nous sommes des scientifiques, et que nous avons les moyens de faire ce que nous faisons, et c'est aussi l'occasion pour moi de remercier la population, parce que chaque fois que quelqu'un nous a versé 5 000, on a utilisé pour acheter d'autres équipements, pour faire d'autres tests, pour faire des essais. Donc, moi, je remercie la population qui nous porte. Moi, je suis humble et je dis merci humblement. D'accord. Oui, il y a une question encore. Un Ngulbutara soigne-t-il d'autres maladies ou alors avez-vous d'autres produits que nous ne connaissons pas? Je vous assure qu'on a d'autres produits bien plus puissants. C'est que Ngulbutara a profité de cette publicité morbide autour de Covid-19. Et aussi Ngulbutara a d'autres effets. Je vous ai dit, ça soignait d'autres choses avant le Covid-19. Donc on a beaucoup d'autres choses que vous pouvez, avec toutes ces propriétés anti-inflammatoires, vous savez ce que les anti-inflammatoires font. Et puis c'est naturel, ça a moins d'effets secondaires, donc ça fait vraiment beaucoup de choses. On a beaucoup d'autres produits. Parce que je ne suis pas seul, je travaille avec un groupe de personnes, des médecins, pharmaciens et tradipraticiens et d'autres, des sociologues. D'accord. Est-ce que vous partagez votre expérience, docteur, avec des personnes qui sont autour de vous? Mais bien sûr, je suis une enseignante. Donc Ngulbutara est réalisé avec les étudiants. Wow. Conforme, oui, tous les jours. Je travaille avec les étudiants et quand on va exposer, je suis avec les étudiants. Donc, il faut toujours préparer la relève. On ne peut jamais tout faire seul, c'est impossible. Si vous voulez réussir, il faut travailler avec vos collègues, il faut travailler avec les jeunes. Sinon, comment vous voulez vous continuer? D'accord. Est-ce que vous rencontrez souvent des difficultés dans votre activité face à certains décideurs, peut-être parce que vous êtes une femme? Est-ce que votre place de leader dans cette activité ne vous crée pas souvent des soucis parce que vous êtes une femme? Madame Pierrette, je rencontre beaucoup d'obstacles. Voilà, c'est parce que je suis un peu têtue. Parce qu'on a tendance à croire que ce sont des hommes qui ont l'habitude d'occuper ce genre de poste, ce genre de place de leader, qui ont l'habitude de se démarquer. Une femme, voir une femme à ce poste-là, une femme qui réalise ce genre de choses, ça crée un gros problème? Ça crée beaucoup de problèmes. Beaucoup. Mais comme j'étais habituée à être toujours une minorité, j'ai commencé quand j'étais en Occident. Le fait d'être une femme, on est discriminé. Le fait d'être noir, on était discriminé aussi. Et quand on arrive chez nous aussi, on est discriminé par les hommes. Mais je dois dire que la majorité quand même me respecte. La majorité des hommes me respectent beaucoup. Mais il y a des personnes qui vous discriminent. Et il y a des personnes qui disent, ah, ce que PU fait là, mais vraiment là, il ne faut pas regarder ça. Et il y a même une personne très haut placée qui passe le temps à le faire, bah oui. Donc, je vais taire le nom parce que quand même, il faut respecter la personne. La confidentialité. Oui. Et vous savez, il y a des gens qui disent, oui, la place de la femme, c'est la cuisine. La cuisine. Ça, je l'ai entendu. Il y a beaucoup de messages qui pleuvent aujourd'hui. Bonsoir, docteur, soyez plus clair. Vous voulez nous rassurer que lorsqu'on est atteint du Covid, avec 5 000 francs, on est guéri et côté depuis Bastos? Je dis et je répète, avec 5 000 francs, vous êtes guéri de Covid-19. Faites votre test, venez chercher le Ngulbutara à l'Institut Samba.
traitez-vous et refaites votre test. Faites le traitement de 10 jours et refaites votre test. C'est ce qu'on a fait sur plus de 25 000 personnes. Ça ne coûte que 5 000 francs. Et si c'est la prévention, si vous avez été en contact avec des personnes malades, vous allez prendre la formule préventive et ça va empêcher que le virus ne se multiplie dans votre corps. C'est possible au Cameroun. Et j'assume toujours ce que je dis. Et le message continue d'arriver. Bonsoir à vous au studio. Pourquoi le gouvernement ne finance-t-il pas la médecine camerounaise, plutôt importée, celle d'ailleurs? Dieu nous dit depuis en bas toujours. Vraiment, monsieur Dieudonné, c'est la bonne question. Je ne peux pas répondre parce que même moi, je ne comprends rien. Sincèrement, tout ce qu'il faut, c'est des équipements de pointe, c'est des laboratoires, c'est un accompagnement pour faire des essais, pour tester les médicaments traditionnels améliorés. Et cela coûte de loin moins cher que ces importations, tous azimuts. Je ne dis pas qu'on n'importe pas. Il faut la coopération, il faut les échanges, mais il faut au moins que ce soit gagnant-gagnant. Donc, je ne prends pas les décisions, donc je ne peux rien comprendre. Nous avons écrit, nous continuons à écrire, mais en attendant, nous agissons à notre niveau, avec la population qui nous aide beaucoup aussi. C'est vrai que moi j'ai été victime d'une grippe ces derniers jours, Odile. Même être docteur, c'est vrai que je ne vous ai pas dit cela, j'ai été victime d'une grippe ces derniers jours. Et puis, je me suis rappelé que j'avais le Ngulbetara à la maison, j'ai pris cela et puis j'ai bien dormi. Et depuis hier, oui, j'ai bien dormi. Depuis ce matin, ma voix elle est revenue parce que ma voix elle était partie. Ma voix est revenue. C'est une façon, je témoigne en quelque sorte. Voilà un petit témoignage parce que moi, ma voix elle était partie, Odile. J'étais pas sûre de faire l'émission, d'être sur ce plateau aujourd'hui. Les personnes qui m'ont vu hier. Donc tu étais victime d'agression. Les personnes qui m'ont vu hier, ma voix était vraiment, elle n'était pas bonne, je n'étais pas sûre d'être sur ce plateau, mais après cela, je suis en forme aujourd'hui et puis je suis alors. Alors docteur, est-ce que c'est cette discrimination, on va revenir sur le cas de la discrimination en fait, est-ce que c'est cette discrimination qui a fait en sorte que vous reveniez au Cameroun après Non, pas du tout. Vous savez, la discrimination c'est l'exception. D'accord. Moi j'ai été bien accueilli par mes professeurs aux États-Unis. Vraiment, je ne leur reproche rien. Aujourd'hui, je travaille sur le développement de la médecine traditionnelle améliorée. La moitié des équipements que j'utilise est un don de Oregon Health Sciences University, la faculté de médecine de l'État de l'Oregon. C'est leur président, Jim Walker, à l'époque, qui m'avait offert un conteneur d'équipements. Vraiment, moi je remercie Washington State University, je remercie Oregon Health Sciences University. Il y a beaucoup d'hommes qui m'ont aidé et mon bras droit c'est mon mari qui m'aide beaucoup. Je travaille avec lui, c'est mon enseignant aussi au niveau des sciences physiques. Donc il y a beaucoup d'hommes qui me soutiennent. Vraiment, il faut le dire, il faut être honnête, mais il y a toujours des exceptions qui continuent la discrimination. Mais on peut vivre malgré ça. Donc, et ça ne m'a pas empêché de travailler. Donc, et il y a même beaucoup aussi qui ont changé d'avis. Quand ils ont vu le résultat, il y a beaucoup de personnes qui étaient sceptiques qui m'ont félicité. Alors aujourd'hui le Ngulbetara est aussi partagé dans les 10 régions du Cameroun. Est-ce que si on est à l'est, si on est au sud-ouest, au nord-ouest, à l'extrême nord, est-ce qu'on peut avoir facilement le Ngulbetara? On peut l'avoir partout où les véhicules arrivent. Le Ngulbetara arrive aussi. Vous avez déjà des commandes qui viennent de ce côté, de 10 régions? Beaucoup de commandes qui viennent de 10 régions. Et de l'extérieur du Cameroun. D'accord. Et comment se passent les commandes, par exemple, ceux qui regardent l'émission, qui sont peut-être dans d'autres pays occidentaux, ou bien peut-être même en Afrique aussi, comment pourrait-il avoir le Ngulbetara? Tout le monde se rapproche de l'université Joseph Bissamba. Voilà, nous avons un service qui s'occupe de la commercialisation. Je ne m'en occupe pas parce que sinon je n'aurais pas le temps de faire les médicaments. Je suis le chercheur, donc je suis sur la paillasse tout le temps, tous les jours. Mais il y a un service qui est dédié à accompagner tout le monde qui va accueillir le Ngulbetara, ceux qui désirent les examens, et il y a des cliniques qui nous accompagnent. Voilà, donc ceux qui désirent faire des tests, il y a des laboratoires qui nous accompagnent. Donc il faut simplement se rapprocher de l'université Joseph Bissamba, Yaoundé Sud. Donc
Et on a un site web aussi, donc on peut aller à travers. Donc vous êtes dans les réseaux sociaux, vous êtes dans les médias, en ligne, dans les réseaux sociaux. Comment se fait-il que aujourd'hui, certes, Ngulbetara est très connu au Cameroun et peut-être même en Afrique. Bon, c'est vrai quand même que vous avez fait une communication assez élargie parce que vous êtes passé dans beaucoup de médias déjà camerounais. Mais est-ce qu'aujourd'hui, l'Occident est réceptif face à vos produits? Est-ce que vous avez eu des résultats probants? Est-ce que vous avez eu des appels ou bien des confirmations de personnes qui viennent d'ailleurs, qui disent voilà, nous avons utilisé le Ngulbetara du docteur Peyu et aujourd'hui on se sent bien. Est-ce que c'est réceptif déjà dans l'environnement dans lequel vous travaillez, vous êtes au quotidien? Oui, c'est réceptif je continue à dire par la population. Parce qu'il y a cette semaine, il y a un monsieur suisse qui a envoyé des personnes chercher le Ngulbetara, c'est un exemple. Il y en a d'autres qui envoient chercher le Ngulbetara et au niveau, il y a des médias étrangers qui nous ont approchés. On a eu peur parce qu'on a vu ce qu'on a fait au professeur Raoul. Ouais. Donc moi je dirais pas que je me cache, mais c'est monsieur Peyu, il essaie de faire un bloc pour il bloque pour que les gens n'essaient pas de me détruire aussi facilement. Donc il y a beaucoup de médias étrangers qui nous ont sollicités et il y a aussi des gens qui nous ont demandé de soumissionner pour demander l'argent. Mais si on acceptait cet argent, le Ngulbetara allait leur appartenir. Donc j'ai pas accepté. Donc j'ai préféré collecter nos petits fonds pour travailler. Donc je sais pas si c'est héroïque, si c'est bête, j'en sais rien du tout, mais c'est ce que nous avons fait. Il y a un autre message, docteur. Les Seychelles, voilà, ont été vaccinés à 70% et passent à ce jour, autant pour moi, le pays le plus vacciné au monde. Pourtant, ils enregistrent chaque jour les taux de contamination le plus élevés. Que se passe-t-il réellement ou la science a-t-elle péché? Il se passe que la communication n'a pas été donnée aux chercheurs pour expliquer la science derrière le vaccin. D'accord. Le vaccin a été politisé comme l'unique moyen pour sortir de Covid-19. Et c'est une très grave erreur parce que ce sont des candidats vaccins qui sont encore en cours d'expérimentation. On n'a pas assez de recul pour savoir quels sont les effets indésirables, quelle est même son efficacité face aux variants dans tous les pays. D'accord. Aucun vaccin n'a été développé avec les souches qui circulent aux Seychelles. Donc quand les Seychelles ont reçu le vaccin, ce qu'il fallait faire, c'est mettre en place une étude pour voir quelle est l'efficacité de ce vaccin importé aux Seychelles. Quelle est son efficacité pour stopper la contamination? Quelle est son efficacité pour stopper les cas graves? Quelle est son efficacité pour stopper la mortalité? Or, ça n'a pas été fait. Ce qui fait que, comme maintenant c'est une expérimentation grandeur nature, on découvre les résultats après avoir administré le candidat vaccin comme un vaccin. On devait expliquer que la recherche est encore en cours. Et je crois même que les compagnies, je l'ai déjà dit, l'ont fait, mais on ne les a pas écoutés. Ce sont des vaccins expérimentaux qu'on a autorisés comme procédure d'urgence pour essayer de limiter les décès, limiter les hécatombes. Mais la recherche n'est pas finie. Donc le vaccin ne stoppe pas la contamination. Il faut toujours balancer le rapport bénéfice et risque. On doit cibler les personnes à risque, principalement pour le vaccin. Maintenant, le reste des personnes, il y a des médicaments qu'il faudrait être assez honnête pour les accepter. Et il est très important que nos gouvernants nous soutiennent, parce que nous ne sommes que des petits chercheurs. Des petits chercheurs, on ne peut pas s'imposer dans le monde s'il n'y a pas nos gouvernements derrière pour s'approprier de ce que nous faisons et en faire des joyaux nationaux, comme ça se passe en Chine, avec la médecine traditionnelle chinoise, comme ça se passe chez les Cubains, comme ça se passe même en Inde. Donc il est très important qu'on utilise toutes les mesures pour stopper le Covid-19, y compris les mesures barrières, les médicaments et le vaccin. Une seule mesure comme un vaccin expérimental, ça ne peut pas stopper. Voilà le cas de ces Seychelles. Je l'ai dit avant, je l'ai été moqué. Mais maintenant, on voit le résultat. Il y a encore des messages qui ne font que pleuvoir. Bonsoir docteur. Vous passez votre contact pour d'autres pathologies. Exemple, la prostatite, bon, des trucs, éjaculation précoce et faiblesse sexuelle. Si oui, votre contact, s'il vous plaît. Bon, on va passer là-dessus. Docteur, que pouvez-vous dire aux jeunes qui désirent faire dans la médecine naturelle, traditionnelle, comment faire pour être naturopathe? Dieu donné. Je dirais la première chose à faire, c'est qu'il faut lire.
Il faut lire et maintenant s'inscrire pour être formé. Il faut être bien formé et savoir qu'il y a une certaine démarche, qualité à respecter. Il y a les normes à respecter et il faut apprendre ces normes et il faut les appliquer pour pouvoir s'imposer. Il faut bien s'éduquer et maintenant, quand on a un produit aux normes, on peut aussi l'exporter pour changer notre situation économique. Donc, c'est très important de se former selon les normes. Il y a toujours des messages. S'il vous plaît, docteur, quelle maladie vous soignez encore à part le corona? Et quel vaccin compte être mis pour les Camerounais? Les vaccins sont déjà au Cameroun et les gens au Cameroun sont déjà vaccinés. Je vous encourage, parce que j'aimerais pas mettre à mal aussi le ministère de la Santé, je vous encourage à vous rapprocher. Mais je crois qu'on a... Je peux. Bien sûr. Il y a AstraZeneca qui est au Cameroun, il y a Sinopharm qui est au Cameroun. On parlait de Sputnik 5, je pense pas que c'est déjà là, j'en sais. Je vais plus me renseigner, mais au moins ces deux-là sont au Cameroun. Et on a déjà vacciné pas mal de personnel aussi. Et l'avantage du Cameroun, c'est que la vaccination n'est pas obligatoire, ce qui est très bien. Je ne sais pas quel était votre... Est-ce que vous encouragez, moi, je vais peut-être réorienter la question du téléspectateur. Est-ce que vous encouragez les gens à se faire vacciner au regard de la polémique qui se crée autour de ces vaccins-là? C'est la question que j'ai fui. Voilà. Je suis désolée, docteur. Si vous avez cette question, je vais répondre très honnêtement. D'accord. Le président tanzanien a dit: je ne veux pas de vaccin. Il est mort. Il y a beaucoup de gens qui s'insurgent et puis finissent bizarrement. Mais là, je vais vous parler comme un scientifique. On ne peut pas vous dire vaccinez-vous parce qu'il y a des risques. Je vous dis vaccinez-vous, vous allez mourir, vous allez dire c'est Dr Pays qui a dit. J'ai dit pesez toujours le risque et le bénéfice. Vous êtes jeune et la mortalité chez les jeunes est très 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 réduite. Vous êtes jeune, vous êtes au Cameroun. Vous avez les formules de plusieurs acteurs de la médecine traditionnelle pour vous soigner. Regardez, quels sont les risques face à vous? J'en vois pas beaucoup. Est-ce que vous pouvez vous vacciner? Vous devez vous vacciner. Vous pouvez répondre à cette question. Mais maintenant, il y a un vieillard de 90 ans. J'en sais rien. Il y a le diabète, l'hypertension et beaucoup de comorbidités. Il se rend compte que lui ne veut pas, il décide qu'il ne veut pas les médicaments conventionnels ou non conventionnels et il préfère le vaccin. Mais alors là, on va lui expliquer quels sont ses risques et quels sont ses bénéfices. Et c'est à lui de prendre la décision. Donc la décision est personnelle parce qu'il y a des risques. On ne peut pas vous envoyer vous vacciner ou pas, c'est à vous de décider, mais on vous explique scientifiquement quels sont vos risques. Ce sont des candidats vaccins en cours d'expérimentation jusqu'en 2023 et 2022. Donc, ils ont été autorisés, je me répète si vous le permettez, en procédure d'urgence pour essayer de limiter les décès. Donc, c'est ça que je peux dire. Il y a également un autre message, docteur. Si le Gulbetara est prouvé, pourquoi est-ce que le gouvernement s'entête à nous faire venir ces vaccins d'Europe? Pourquoi ne pas prendre ce produit et le légaliser, en faire un Made in Cameroun? C'est vers là que nous tendons. Nous voulons qu'il y ait des Made in Cameroun, que l'industrie pharmaceutique se développe au Cameroun. Et c'est une bataille dans laquelle nous sommes engagés depuis pas mal de temps déjà. Et le gouvernement a promis d'accompagner cette lutte et nous espérons que le gouvernement va le faire, va le mettre en pratique et va accompagner les acteurs de la médecine traditionnelle. Mais pour l'instant, on ne peut pas forcer un gouvernement à faire ce qu'il ne veut pas faire. Donc on est obligé d'attendre et de continuer à sensibiliser. Et quand on nous appelle, nous partons. Et quand nous les appelons, ce qui est très bien, c'est que nous voyons, ils sont représentés. Donc nous espérons que nous allons arriver à faire du Made in Cameroun et aussi être parmi les milliardaires qui sont qu'on cite maintenant. Vous cherchez une plus-value quand même. Oui, quand je forme un étudiant, un médecin, un pharmacien, qui fait sa thèse sur les médicaments traditionnels améliorés, s'il se rend compte que son prof bavarde sans acte, vous comprenez, il sera blasé. Il faut prêcher par l'exemple. Il faut leur montrer qu'ils peuvent vivre de leur art, qu'ils peuvent gagner de l'argent avec le médicament traditionnel amélioré, développer le Cameroun, exporter, faire entrer les devises et développer l'économie du Cameroun, créer des emplois. C'est très important de vivre de son art. On peut vendre le médicament traditionnel amélioré.
un médecin, un pharmacien, un tradipraticien peut devenir riche avec le médicament traditionnel amélioré et peut aider sa famille et peut réduire la pauvreté et la mortalité. C'est très important. Vous savez, nous les femmes, quand vous arrivez quelque part, on vous insulte, on vous voit avec une voiture, on dit la prostituée là. Ouais. Ah oui, moi j'étais insultée dans ma voiture par quelqu'un que je ne connais pas. Et maintenant, si les femmes se lancent dans la science et gagnent aussi de l'argent avec la science, moi je crois que ce sont des modèles vers lesquels il faut tendre. Il faut montrer aux jeunes qu'on peut s'enrichir, enrichir son pays et le faire légalement et le faire en étant au Cameroun. Donc, on doit tendre vers ce changement de paradigme. Montrer que les femmes peuvent. Exactement. Voilà. Et les grandes nations, elles sont grandes parce qu'elles ont utilisé et le potentiel des hommes et le potentiel des femmes. D'accord. Il y a beaucoup de messages. On ne sait pas si on va s'en sortir. Docteur, comment vous avez eu les moyens pour faire sortir le vaccin pour le corona alors que vous n'avez pas eu les moyens pour le VIH? Ça, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Docteur, pourquoi au Cameroun, il n'y a pas d'âge pour se vacciner? Or, à l'étranger, il y a l'âge pour cela. Comment expliquez-vous cela? Il y a un âge. Il y a un âge, le Cameroun a dit d'abord que la priorité c'était les personnels de santé et les personnels à risque. Maintenant, le Cameroun tend vers la vaccination chez les plus de 18 ans. Je crois que c'est ce que j'ai vu en OSE. D'accord. Comment faire pour être en contact et profiter de vos produits et même participer? Bon, là, on va arrêter avec les messages. Oui, alors, parce qu'on a une rubrique. On va prendre une dernière question avant. Alors, docteur, face à la politique qui se trouve autour du Covid-19, quels sont vos défis? Les défis? Ouais. Les défis sont énormes, mais nous sommes assez casse-cou pour les adresser. Le premier défi, le plus difficile, c'est d'avoir l'adhésion des décideurs. L'adhésion pratique, pas seulement verbale. Si les décideurs au niveau sanitaire décident réellement d'accompagner le médicament traditionnel vers l'homologation, ils vont changer, je dis bien changer, la destinée du Cameroun. Et ce sera un acte patriotique. Ça, c'est le premier défi. Le deuxième défi, c'est que parfois, quand on vous donne, on vous dit pour faire homologuer votre produit, il faut faire des études cinétiques. Est-ce qu'il y a des machines qu'il faut utiliser qui n'existent même pas au Cameroun? Donc, il faut équiper les laboratoires camerounais pour les travaux pratiques dans toutes les institutions, y compris à la faculté de médecine, pour qu'on puisse ensemble faire une recherche et compétir sur le plan, ne serait-ce qu'africain et mondial. Voilà. Et le dernier défi, si je peux le dire, vous savez qu'ici, beaucoup de praticiens n'ont pas de moyens. Nous pouvons nous débrouiller. Mais j'ai vu beaucoup qui ne pouvaient même pas, qui avaient, avec de bons produits pourtant, qui ne pouvaient pas se débrouiller. Donc, je pense que il y a un accompagnement, non seulement du gouvernement. J'ai parlé de Bill Gates, n'est-ce pas? D'accord, ouais. C'est une compagnie privée qui accompagne les chercheurs. Qu'est-ce qui empêche, au lieu de nous plaindre, que nous aussi, nous accompagnons les chercheurs, la société civile, les compagnies privées et les institutions nationales. Donc ça, c'est un des plus grands défis aussi. D'accord. Alors, on va continuer avec la prochaine rubrique. C'est vrai qu'il y a les messages de part et d'autre. Qui n'arrivent pas. Je pense qu'on va programmer notre émission spéciale avec le docteur. C'est grave parce qu'il y a beaucoup de messages. Alors, chers téléspectateurs, on va continuer cette émission avec la rubrique découverte. Nous sommes allés à la rencontre des personnes qui entourent le docteur au quotidien, son personnel, ses collaborateurs, les membres également, même les membres de sa famille. On va prendre la première vidéo et on se retrouve. Du docteur Madame Péou dit. Nous travaillons depuis 2 ans. Je suis au niveau de la vente de ces produits. Cette dame, c'est une dame tellement entreprenante. Elle est tellement ordonnée dans tout ce qu'elle fait, très propre et travailleuse, infatigable.
dans ce qu'elle fait. Toujours, elle est toujours en train de se poser des questions, de s'assurer si ses patients trouvent satisfaction à ses produits. En bref, elle est à la production, nous sommes à la vente. Elle s'applique de toutes les manières pour qu'il n'y ait pas rupture de produit. Ce que les patients expriment comme besoin, elle répond à l'immédiat. Elle ne tarde pas de répondre. Non, c'est une travailleuse infatigable, ça franchement. Elle est toujours à l'écoute de ses personnels. Elle se pose toujours la question s'il y a un souci ou si ça va. Oui, elle veille toujours aux besoins des patients. Parce qu'il y a beaucoup de patients qui arrivent, qui veulent la rencontrer. Et lorsqu'on la fait signe directement, elle vient les rencontrer. C'est une dame, les mots me manquent pour le dire. Vraiment, elle est vraiment merveilleuse. Vraiment merveilleuse. Elle travaille pour l'ensemble. Elle ne travaille pas pour elle seule. C'est pour l'ensemble. En bref, lorsqu'elle produit ce qu'on exprime comme besoin en produit, elle envoie. Elle envoie. Elle répond toujours au moment que le besoin y est. Elle ne tarde pas de répondre aux besoins. Bon, ce que je peux dire en un mot d'elle, c'est une dame de caractère, de haut caractère, ça franchement. De haut caractère. Moi, je me dis qu'elle est femme. Elle porte le nom femme parce qu'elle a 2 seins. En quelque sorte, c'est un homme. C'est un homme. À sa manière de travailler, de se comporter et de réagir. C'est un homme. Ce que je peux passer comme message aux autres femmes, c'est de copier sa manière d'être et sa manière de faire. Qui a commencé à faire des recherches. C'est la dernière phrase de son collaborateur. Elle a 2 femmes. Elle a 2 sœurs. Voilà pourquoi elle est femme. Sinon, elle a un caractère d'homme. Parce que il est très rare de rencontrer ce genre de femme. Ce genre de femme qui a cet esprit d'entrepreneuriat, ce genre de femme qui se démarque malgré les difficultés, malgré même les obstacles qu'on peut lui mettre pour l'arrêter, mais elle ne s'arrête pas. C'est vraiment très rare de trouver ce genre de femme. Et c'est un modèle vraiment à copier, un modèle à suivre pour toutes les autres femmes qui ont peur de se lancer au quotidien, qui ont peur d'oser. Alors, docteur, quelles sont vos impressions face à ce témoignage de votre collaborateur? Mais je suis étonnée parce que M. Christophe, il est très... Il ne parle pas très réservé, non. C'est vrai, quand je suis allée l'interviewer, je suis allée chercher un collaborateur que je devais interviewer. Tout le monde disait, il faut le prendre. Il ne parlait pas. Je lui ai dit que bon, comme il ne parle pas là, c'est lui que je vais interviewer. J'ai constaté qu'il était très réservé. C'était quelqu'un qui ne parle pas très souvent. Non, il ne parle pas beaucoup. Donc je suis très étonnée. Je ne savais pas qu'il pensait tout ça. Alors, M. Djongo, il a parlé, il dit voilà, c'est une dame qui est vraiment très professionnelle, qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, et qui a toujours de l'engouement, qui veut toujours travailler, et qui est justement très professionnelle. Il a insisté là-dessus. Est-ce qu'aujourd'hui, avec vos collaborateurs, vous avez toujours ce rythme de travail, ou bien ce n'est que quelque part un peu dans votre domaine de compétences, notamment dans la médecine? J'ai toujours ce rythme de travail. Je travaille tous les jours. Tous les jours avec de très longues journées de travail. À un moment donné, on avait des personnes qui étaient alignées à l'Institut Samba et qui se fâchaient, qui veulent les produits. Il y a une nuit, on a travaillé toute la journée, toute la nuit jusqu'à 10h du matin. Wow. Ah oui. Et comment est-ce que vous réussissez à gérer votre personnel avec toutes ces personnes qui sont autour de vous, cette pression également des patients? Comment est-ce que vous réussissez à gérer tout cela? Je me fais aider. Je travaille pas seul. Une équipe? Oui, j'ai une équipe et des collègues. D'autres labos? Ah oui, il faut se faire aider, on ne peut pas tout faire. Donc, je travaille beaucoup avec M. Payou, qui gère beaucoup de choses et vraiment qui est toujours là. Voilà. Est-ce que c'est de là que part cette promptitude? Parce qu'il a parlé, il a également évoqué dans le reportage que chaque fois qu'il y a une demande, dès que un client ou alors un patient exprime le besoin, vous réagissez immédiatement. Je réagis immédiatement, mais souvent M. Pays le fait. D'accord. Il le fait parce qu'il connaît très bien la médecine traditionnelle. C'est un électronicien. Vous l'avez initié?
Oui, on est le prof. C'est un couple de médecins traditionnalistes. Voilà. On est le prof l'un de l'autre. Dans mon domaine, je lui sers de prof. Dans son domaine, me sert de prof. Donc, chaque fois qu'il y a un besoin, il réagit très vite. D'accord. Et il me relaie l'information et je fais tout ce que je peux pour réagir très très vite. Parfois, je m'excuse que si on n'a pas pu, parce que parfois les personnes ne comprennent pas qu'on n'a peut-être pas la matière première là. D'accord. Il faut l'acquérir et il faut qu'elle soit aux normes, il faut qu'elle soit fraîche. Donc je leur dis que je ne pourrais pas vous donner n'importe quoi. Est-ce que c'est facile d'avoir justement les matières premières, les coques, le mfol, je sais que c'est ça les produits principaux avec lesquels vous travaillez. Est-ce que c'est facile de les avoir On peut avoir les coques, le mfol, les singans, le forêt irta, mais c'est pas toujours la très bonne qualité. Ah d'accord. C'est ça le problème. Justement, il y a un problème de qualité également. De qualité, de collecte. Ah donc vous êtes strict vous avez des astuces pour reconnaître la bonne... Très strict dans les produits très strict dans les produits. Okay. Ça c'est un gage de réussite. Souvent je leur dis je veux un produit avec de la sève, un produit très frais. Il faut travailler avec des produits frais. Souvent, je suis allé dans un marché, j'ai parlé au praticien, je dis que vous ne pouvez pas laisser des produits au sol, vous pouvez pas laisser sous la pluie, parce qu'il y a des produits comme les cooks. C'est très périssable. Ah d'accord. Très très périssable. Donc il faut vraiment faire des efforts pour avoir la bonne qualité de la matière première. Donc les gens qui ont attendu, c'est parce que je disais que j'ai des produits, je ne peux pas vous donner ça. C'est pas de la bonne qualité, il faut faire quelque chose de bien. Pour satisfaire tout le monde. Pour satisfaire tout le monde. Donc et je suis quand même assez strict là-dessus. Et c'est ça qui cause aussi beaucoup de problèmes parce que ça fait plus travailler. D'accord. Okay. Nous sommes également allés à la rencontre chez téléspectateurs d'un membre de sa famille, un membre exceptionnel, un membre très particulier. Elle en parle son depuis tout à l'heure. Elle en parle depuis le début de l'émission, son professeur, son coach. En fait, vous allez découvrir son partenaire. Voilà. En fait, il n'y a même pas de mots pour le décrire. Alors, nous sommes allés à la rencontre de monsieur Payou Dissamba, Payou autant pour moi, son époux. Alors voilà, il a également essayé d'aborder, de nous décrire, de parler de sa femme dans le sens positif. Comment est-ce qu'il voit sa femme dans ses activités au quotidien. On regarde, on se retrouve derrière. Qui a commencé à faire des recherches aux États-Unis et puis est venu en Afrique pour essayer de baisser... d'augmenter l'espérance de vie des Camerounais. Voilà. Et à ce titre, nous avons commencé à étudier notre environnement pour savoir pourquoi les Camerounais mouraient si vite. Et tour à tour, avec la venue du corona, elle a trouvé une potion qui peut non seulement résoudre les problèmes des Camerounais, mais aussi résoudre le problème de Covid. Et selon les tests et les témoignages, c'est 100% de réussite. Voilà, donc c'est une femme assez impressionnante. Je ne le dis pas parce que c'est ma femme, mais au quotidien, on voit sa résilience au travail et au résultat, parce que nous abordons des maladies, des pathologies, différentes pathologies sans complexe, des cancers, des diabètes, des maladies que l'Occident avait décrétées incurables. Et dans notre pharmacopée, je crois, le docteur Payou a plusieurs résultats qu'on ne peut pas parler ici, quoi. C'est la même femme, elle n'a jamais changé parce que déjà, depuis la maternelle, si vous allez rencontrer ces différents camarades de classe, elle est toujours parmi les meilleurs. C'est un esprit assez brillant. Quand je l'ai connue, ça fait à peu près 35 ans que nous sommes ensemble. Et 31 ans de mariage et tout. Elle n'a jamais changé, c'est toujours vers l'excellence. Se concentrer sur le travail et sur sa famille. Vous voyez, nous avons, en même temps, vous ne savez pas qu'elle a 5 enfants, où l'aîné est médecin aujourd'hui, avec des ingénieurs et tout. Elle est juste dédiée à l'excellence. C'est tout ce que je peux dire. C'est l'excellence au quotidien depuis plus de 30 ans. Elle aime l'honnêteté et le travail, et puis elle est assez casanière, elle s'occupe, elle fait beaucoup de choses, elle aime partager, et puis, juste son grand esprit l'a amené à s'interroger sur les problèmes sociétaux. Et surtout, elle tenait un point honneur, à savoir, je suis allé aux États-Unis, elle a atteint le plus haut degré d'instruction aux États-Unis, elle a enseigné dans les grandes universités, elle s'est dit, OK, le gouvernement m'a donné une bourse pour d'abord aller étudier en France, je vais essayer de faire quelque chose pour mon pays. Et ça, c'est très louable, parce que rester aux États-Unis, nous, on serait millionnaires en dollars aujourd'hui, mais on a choisi de revenir, essayer de changer les choses, aider un peu le gouvernement à
résoudre beaucoup de problèmes. Et surtout ça qui est vraiment impressionnant de son côté, parce que lorsqu'elle se lève le matin, elle me demande toujours qu'est-ce qu'on peut faire. Bon, j'ai trouvé telle solution. Regarde un peu de ton côté, comment on peut améliorer. Et c'est ça qui nous anime depuis une trentaine d'années. Moi, de mon côté, du côté de l'électronique, elle, de son côté, du côté de la santé en général. Parce qu'il faut savoir qu'elle est non seulement diplômée en biochimie, en biophysique, c'est l'une des premières noires aux États-Unis, dans l'État de Washington, à avoir ce diplôme qui est très, très difficile. Elle a aussi un diplôme en santé publique, un master en santé publique pour comprendre l'environnement de santé et puis comment faire avec son esprit pour l'améliorer. Elle aime l'honnêteté intellectuelle et elle n'aime pas la malhonnêteté. Elle n'aime pas la malhonnêteté et puis elle n'aime pas perdre son temps. C'est quelqu'un qui va droit au but et ne parle pas des choses qu'elle ne maîtrise pas. Bon, sur le plan de nous deux, ça n'a pas changé puisque nous ne sommes pas surpris. Vous savez, lorsque vous êtes scientifique, vous émettez des hypothèses et vous faites des expériences, vous savez ce qui va arriver. Mais l'Ongulbetara a permis au Cameroun de savoir qu'une femme peut se dédier à l'éducation, à l'excellence et très bien réussir sa vie. Surtout une belle femme, vous voyez, gagner bien sa vie, elle n'a pas besoin d'argent à l'abri du besoin. Elle est une mère au foyer, elle éduque les Camerounais et c'est ces rôles-là, surtout ce rôle-là que le docteur Pays commence à avoir dans la société. Une femme de tête, une femme intellectuelle, une belle femme, une mère au foyer et qui veut faire la différence pour son pays. Bon, nous ne voyons pas, nous sommes un couple, un vrai couple. Un couple, ça pas dit, c'est pas le docteur Payou qui va décider de tout. Nous sommes là pour l'aider. Ça veut dire, moi, quand je l'ai épousée, c'était pour développer son côté intellect. Ça veut dire, tous ses rêves doivent être accomplis. Et en tant que couple, nous essayons donc justement de trouver un équilibre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais très bien la cuisine. Je peux nettoyer je peux juste l'aider parce que elle ne va pas tout faire. Et nous sommes juste en couple. Et depuis que nous sommes étudiants, j'ai appris à faire manger, laver les enfants, changer les couches et tout ça. Donc aujourd'hui, on se supporte juste, c'est 50-50. Il faut seulement qu'elle se repose un peu plus et puisse dormir au moins 7 heures. Parce que plusieurs fois, je suis rentré, je la trouve endormie avec son ordinateur et ses lunettes de lecture. Donc elle se repose un peu plus et puis tout sera parfait, quoi. Ça veut dire pour toutes les femmes, ça veut dire c'est un exemple, il faut savoir que tout ce qu'on fait dans la vie peut réussir. Il faut rêver et il faut chercher à sortir de la misère. Tout ce qu'on fait dans la vie, c'est améliorer parce que lorsque vous améliorez votre quotidien, toute la société va s'en trouver répercutée. Donc toutes les femmes doivent prendre comme modèle. Voilà une femme qui a eu une éducation, qui s'est engouffrée dans le système éducatif et qui aujourd'hui ne meurt pas de faim. Voilà. Oh, c'est trop beau ce message. On était très émus. On est très émus à la place du docteur. Oh là là. Pour ce témoignage. Alors docteur, c'est la première fois que vous faites ce genre de choses, ce genre de témoignage depuis 35 ans de mariage. C'est la première fois qu'on vous met devant ce genre de fait accompli. Disons que directement comme ça, oui. C'est la première fois. Oui, parce que le dit souvent, il y a des gens qui viennent me dire que votre mari, c'est votre premier supporter. Il dit ça. Et on s'est mariés très jeunes, donc c'est un peu plus comme des collègues. Donc, on est passé par toutes les étapes. Ce n'est pas parfait, mais on fait toujours tout pour que tout marche bien. On s'applique beaucoup pour que tout ce que nous faisons, au moins si quelque chose ne va pas, c'est pas parce que nous n'avons pas tout essayé pour arranger toute situation. Donc, justement, quelle est votre émotion face à ces messages-là? Non, je suis très contente qu'il ait fait. Donc, je suis vraiment très contente parce que souvent, entre les époux, j'ai vu beaucoup de rivalité au Cameroun. Mais heureusement, je remercie Dieu, on n'a pas ce problème. Alors, il dit, vous a connu à la maternelle. En fait, c'est un amour qui date depuis la maternelle. Ça date depuis le lycée, mais il a sa cousine qui a aussi épousé un membre de ma famille. Donc on se
connaissait un peu étant Ah, vous petit. vous complétez en fait. Étant Il dit petit. je m'occupe des enfants, je changeais les couches, je fais même la cuisine, ce que beaucoup d'hommes ne font pas. Ah ben Monsieur Peyu, on vous remercie déjà pour aider la gente féminine. On espère qu'on aura aussi des maris pareils. Oh là On est à là. moi. C'est Bonsoir, quand même, c'est quand même beaucoup d'affinités que vous avez en commun. Et aujourd'hui, est-ce que vous arrivez à concilier ça entre le mari, le partenaire et puis le collègue de travail? C'est difficile parce que c'est dur le travail. Disons que je vais vous dire une chose qui va vous étonner. Quand on était étudiant, on n'avait pas le choix. Vous savez, vous êtes étudiant, vous n'êtes pas si riche que ça. Donc il faut que... Et on avait des enfants. Donc il faut que quand je suis à l'école, il est avec les enfants. Quand il est à l'école, je suis avec les enfants ou bien ils sont à la crèche. Donc il faut bien qu'il les nourrisse. Il faut qu'ils sachent faire à manger, qu'ils sachent changer des couches. Et ça quand on était à l'étranger. D'accord. Quand nous sommes arrivés aux États-Unis, vous savez qu'il a été moqué, même par les femmes. D'accord. Ah bah oui, on a vu la routine, on a dit mais tiens, c'est elle qui porte le pantalon. On l'a dit, mais lui il me dit j'ai pas de problème. Hein. Quand on lui dit que c'est elle qui porte le pantalon, il dit oui, ma femme c'est le boss. Après, je lui ai dit, voilà, je lui ai dit, mais et je lui ai dit, mais c'est pas vrai, tu me causes des problèmes. Et quand il voulait aller faire la cuisine, je le stoppais. D'accord. Et je lui ai demandé, Oh là là. je lui ai demandé d'arrêter de faire la cuisine une fois qu'on est rentré au Cameroun. Oh là là. Odile, Oui, parce que j'aimerais vous marier ainsi. oui, mais parce que les autres utilisaient ça pour semer la zizanie. Mais ils peuvent, si on sort du Cameroun, si on est en voyage, ils peuvent me faire plaisir. Mais ici, la Donc, société Cameroun, le n'accepte docteur pas. Peyu n'accepte pas que son mari fasse la cuisine. C'est dès que vous sortez du Cameroun. Ça, c'est quand même une nouvelle formule, néanmoins. Parce qu'il sera moqué et ça va me mettre mal. Je ne vais D'accord. pas supporter ça parce que la société camerounaise est un peu misogyne parfois. Ouais, Ouais. c'est vrai. Voilà, donc... D'accord, on va passer à la dernière rubrique de cette émission qui est le quiz. Grâce au concours de la réalisation, on va prendre la transition sur votre derrière. Retour sur le plateau pour terminer en beauté cette émission. Alors, docteur, c'est le quiz. Que pensez-vous de la polygamie? La polygamie, Ouais. mais je suis une femme. Moi, je pense que tout le monde devrait avoir son mari. Parce que dans le... oui, mais moi, j'aimerais avoir mon mari à moi. Ouais. Et aussi, ça valorise la femme. Chez nos ancêtres, il y avait la polygamie parce qu'il fallait des gens qui travaillent dans les gens champêtres. Et il y avait beaucoup de respect parce que tout le monde respectait la reine-mère. Ouais. D'accord. C'est elle qui éduquait les nouvelles femmes, c'est elle qui donnait son autorisation pour qu'il y ait les nouvelles femmes. Et maintenant, cette polygamie ancestrale a été dénaturée. D'accord. Vous comprenez, ce n'est plus ça. Il y a un monsieur qui a une deuxième femme qui va délaisser la première femme, et ainsi de suite. Et les femmes ne vont pas respecter la première femme. D'accord. Ça a dénaturé la polygamie ancestrale. D'accord. Ce qui fait que je préfère que si c'est ma fille, qu'elle ait son mari. Que D'accord. chaque femme ait son mari pour qu'elle n'ait pas des problèmes de rivalité qui vont l'empêcher Poser d'éclore autre dans la chose. Donc, société. selon vous, vous n'aimez pas la polygamie. Vous n'êtes pas pour. Justement, Non, à cette période, non. j'allais Polygamie poser moderne. une autre question, Odile. Ouais. Si il arrivait que M. Peyu vous annonce qu'il veut prendre une seconde épouse, quelle sera votre réaction? La réaction, Ouais. mais on ne peut pas prendre une seconde épouse. Je vais lui demander pourquoi, vraiment. Parce qu'il faut que je comprenne. Ah oui? Et, Après, il faut arrêter avec tes questions. oui, et puis je vais lui dire, mais on ne peut pas avoir une seconde épouse tant qu'on a une autre. Si on a Une. une Voilà. voilà, il fait un choix. Mais tel que je le connais, je sais que c'est pas une personne qui prend des décisions à la légère. Et c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Je respecte ses opinions et ce qu'il dit. Donc, je prie que ça, on n'en arrive pas là. On retient que le docteur Peyu n'est pas pour la polygamie. Voilà. Néanmoins, il y a eu quelques échauffourées concernant le Covid-Gate au Cameroun. Est-ce que vous avez eu à entendre parler du Covid-Gate, notamment la gestion des fonds Covid? Que pouvez-vous dire justement de cet amalgame qui réside au Cameroun avec certains membres du gouvernement, l'audit qui a été fait en tant que médecin qui vous occupez du Covid? Quel est le regard que vous portez face à ça? Ok, je suis biochimiste. Ce que j'aimerais dire, c'est que j'ai d'abord trouvé qu'on a dit les personnes sont présumées innocentes until proven guilty, comme on dit en anglais. Donc, je pense que personne n'a été condamné. Donc, tout le monde qui a été accusé est présumé innocent. Mais ce que j'aimerais dire, si je dois dire ce que je pense, Ouais. si vous le permettez, Bien sûr. j'ai été révolté. Révolté de voir qu'il y a tant d'argent qui est entré au Cameroun. Nous avons écrit un projet pour développer un vaccin au Cameroun.
Et le leadership était assuré par l'IUT de Douala, qui est la première institution universitaire camerounaise. Le projet coûtait 2 milliards. Le ministère de la Santé a lancé un appel à projet pour accompagner des projets. Nous avons soumissionné. On nous a donné très peu de temps pour soumissionner, parce que ça faisait moins d'une semaine, mais on l'a quand même fait. Mais nous n'avons même pas reçu de réponse de la part du ministère de la Santé. Mais maintenant, je me rends compte qu'on a dépensé des milliards sans même penser à équiper les laboratoires, sans penser à analyser les médicaments traditionnels améliorés, sans penser à adresser nos problèmes de la société pour vraiment faire face au Covid. Pendant ce temps-là, Madame Odile, Madame Pierrette, nous avons passé des nuits blanches pour soigner les Camerounais. Vous comprenez? Nous avons fait un service public avec des fonds propres et des milliards étaient dépensés ailleurs sans même penser à donner une infime partie au développement, à la valorisation de la médecine traditionnelle améliorée. J'ai eu un sentiment de déception et de révolte, sans toutefois accuser quiconque d'avoir pris quoi que ce soit, parce que j'en sais rien. L'honnêteté scientifique veut que quand on n'a pas de preuve que quelqu'un a piqué quelque chose, on ne peut pas l'accuser. Mais qu'il y ait eu tant de fonds pour le Covid-19 et que les personnes qui ont contribué à faire maîtriser l'épidémie n'ont même pas été soutenues ou accompagnées, c'est révoltant. Alors aujourd'hui, on parle de couverture santé universelle au Cameroun. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais vous dire une chose. La durée de vie moyenne au Cameroun est de 58 ans. Nous sommes parmi les 10 derniers au monde. Les 11-10 derniers au monde. On vit très peu au Cameroun. Ça veut dire quoi? Le système de santé est super faible. C'est pas ce qui a dépassé, le Covid a dépassé les Occidentaux, qui ont un système de santé très fort. C'est pas parce que notre système de santé est fort qu'on l'a maîtrisé. C'est parce qu'on avait la médecine traditionnelle améliorée. Mais maintenant, il y a une stratégie sectorielle de santé. J'ai été un consultant pour aider à la développer. Stratégie sectorielle santé du Cameroun 2016-2027. Oui. Il y a des prérequis, il y a des faiblesses qui sont répertoriées. Et il faut adresser ces faiblesses pour prétendre arriver à la couverture santé universelle. Parler de cette couverture santé universelle en ce moment, c'est une utopie. Pourquoi? Parce qu'il y a tous les prérequis qui sont inscrits dans la stratégie sectorielle de santé du Cameroun qui n'ont même pas été adressés. Il y a des prérequis qui nous auraient même permis, si on avait utilisé les médecins urgentistes, de plus encore maîtriser le Covid-19 au Cameroun. À moins que le Cameroun ne décide de mettre en œuvre la stratégie sectorielle de santé comme elle a été conçue. On ne peut même pas penser à la couverture santé universelle qui demeure une utopie sans d'abord répondre aux prérequis et aux faiblesses que nous avons répertoriées. Nous, ça veut dire les acteurs de santé au Cameroun. Alors, docteur, est-ce que un poste au niveau du gouvernement camerounais pour essayer de changer la donne de la médecine traditionnelle pourrait vous intéresser? Moi, je ne peux pas parler, je ne sais pas faire la politique. Je ne peux pas décider des postes. Je n'en sais rien du tout. Voilà, ça c'est moi, ce qui m'anime, c'est de travailler quel que soit l'endroit où je suis. Est-ce qu'il faut attendre des postes pour travailler? Mais non. Est-ce que c'est le poste qui vous permet de prendre la décision, la bonne décision? Mais non. C'est le sentiment de vouloir aider sa population, de vouloir aider son pays qui doit primer. Je vois les jeunes, je vois les femmes. Tout le monde court vers les concours. Tout le monde court parce qu'on veut avoir un poste. Or, ce qui porte un pays, c'est l'entrepreneuriat. Les États-Unis, c'est l'entrepreneuriat qui porte les États-Unis. C'est l'entrepreneuriat qui porte la Chine. Donc, on doit plutôt essayer de créer des choses, essayer de créer de la richesse. Moi, c'est ce qui m'anime. D'accord, docteur. Alors, un mot de fin à l'endroit des femmes, toutes les femmes qui vous regardent ce soir, pour les encourager dans le domaine de l'entrepreneuriat. Moi, je dirais aux femmes, il faut s'éduquer. Il faut lire. Parce que la connaissance, c'est dans les livres, même dans l'Internet. Il y a les bases de données, il y a les bibliothèques. Il faut s'éduquer selon les normes et savoir que les femmes camerounaises, africaines sont très intelligentes. Il ne faut jamais vous sous-estimer.
Et il faut savoir que aujourd'hui, il y a la jeune fille qui est soumise à ce qu'on appelle les sugar daddies, aux sponsors. Vous devez savoir que si vous travaillez, vous-même vous pourriez payer ce sponsor. Voilà. Alors, il faut avoir confiance en vous. Et il faut arrêter de se regarder comme des ennemis. Vous comprenez, il faut la solidarité féminine. Voilà. Et la jeune fille est intelligente et très forte. Donc, il faut penser à créer votre richesse, créer vos moyens, être indépendante, mais respecter aussi les hommes. Oh là là, je sens que cette émission tellement... On n'a même pas envie de finir. On a envie de terminer. Mais c'est le réalisateur qui nous dit c'est terminé. Il y a des messages. Et puis on sort de cette émission tellement édifiée. Voilà, on a envie de continuer. Je sens que cette émission, Odile avait beaucoup de désir. Avoir non seulement un mari qui va cuisiner, qui va m'aider en fait, qui sera mon coach. Également, ne pas être ce genre de fille, sugar daddy et autres. En fait, je sens que cette émission tellement édifiée. Alors, docteur... Mais on salue tous les sugar daddy. Alors, docteur, il y a des téléspectateurs qui se sont posé des questions de savoir comment se faire pour vous contacter. Oui, pour vous contacter, comment se faire pour avoir le médicament. C'est vrai qu'on connaît que ça coûte 5 000. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone adéquat? Est-ce qu'il faut réellement forcément arriver en décembre? Qu'est-ce qu'il faut faire réellement pour Il y a avoir un numéro de téléphone, c'est le 6 98 66 32 44. Voilà. Je peux donner un autre si vous voulez. Allez-y, vous êtes là pour ça. Voilà, c'est le Nextel 666 666 183 083. 183 083. Oui, mais c'est le premier, il est direct. Il y a tout un service. De toute façon, l'émission est sur la page Facebook en live et puis les téléspectateurs peuvent la revoir. Et puis il y a le lien YouTube aussi qui sera mis à la disposition. Ils pourront revoir et avoir le numéro. Alors, on laisse la phrase à Landry avant la conclusion. Oui, merci à tous nos téléspectateurs. Merci, docteur, d'avoir accepté notre invitation, d'avoir accepté de venir édifier toutes les personnes qui vous ont regardé ce soir, de nous avoir éclairé sur... C'est un point très important de cette maladie vraiment qui a créé beaucoup et qui continue de créer beaucoup de problèmes dans notre société camerounaise et même également à l'international. Merci d'être venu et on espère vous avoir... un autre jour, toujours dans le cadre de cette émission, pour parler d'autres choses, pour aider également toutes les personnes qui nous regardent. Merci de m'avoir invité. D'accord. C'est un plaisir. Alors, Odile? Merci Dr Pays d'être venu, et puis on va conclure sur Info TV. On a toujours des femmes de poing qui viennent justement à Talent de Femmes, cette émission qui continue de justement lever l'encre sur toutes les femmes qui sont entreprenantes et toutes les femmes qui veulent changer la donne. Alors on vous dit merci d'avoir suivi cette édition. On remercie toute l'équipe qui a été mobilisée et qui a été réellement très attentive justement face à la réaction du Dr Payou et face aussi à ses conseils qu'elle a donnés. On remercie le PDG Dieudonné Mvin qui était justement en train de nous regarder et qui nous encourage toujours face à toutes ces élucubrations qu'on met autour de nos sujets et nos problématiques. On espère que vous serez là dimanche prochain et on vous souhaite un bon dimanche et soyez des nôtres toujours à Talent de Femmes parce que c'est l'émission qui monte et puis qui met en relation la femme et le monde. Alors passez un bon dimanche et on se dit à bientôt.